J'ai jeté un œil à mon mari Marc alors qu'il conduisait notre camionnette de location sur l'autoroute. Nous venions de déposer notre fille unique Sophia à sa résidence universitaire, où elle commençait sa première année. Il me semblait que c'était hier seulement que j'apprenais que j'étais enceinte d'elle, juste après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. Marc et moi étions des amoureux au lycée, le prototype du couple typiquement américain, lui le quarterback vedette, moi la pom-pom girl en chef. Nos familles n'auraient pas pu être plus heureuses lorsque nous avons annoncé notre projet de nous marier et de commencer notre vie ensemble, malgré la grossesse imprévue. Marc a été obligé de prendre une année sabbatique pour occuper plusieurs emplois et économiser de l'argent pour notre nouvelle famille. Je n'oublierai jamais la fierté et la joie dans ses yeux le jour de la naissance de Sophia, ni les heures inlassables qu'il a passées à étudier tard dans la nuit après être rentré à la maison après avoir travaillé 2 fois par jour comme serveur. Il a fait tant de sacrifices au cours de ses premières années pour subvenir à nos besoins, déterminé à ne pas nous décevoir, ni à laisser tomber notre fille et moi en tant que pourvoyeurs de fonds et mari. Après avoir obtenu son diplôme d'architecture, Marc a décroché un poste junior dans un cabinet prestigieux de notre ville natale de Westbrook, dans le Connecticut. Au fil des années, il a rapidement gravi les échelons grâce à son travail acharné et à son talent. Pourtant, même si sa carrière a décollé et que l'argent a commencé à affluer, Marc n'a jamais perdu son humilité ni sa nature terre à accent grave-terre. La famille a toujours été sa priorité, quoi qu'il arrive. En le regardant, j'ai vu des éclairs du jeune homme aux yeux brillants et ambitieux dont j'étais tombée amoureuse. Son beau visage juvénile était devenu celui d'un gentleman distingué. Pourtant, ses yeux chaleureux et patients et son sourire facile n'ont pas changé, une constante réconfortante dans le parcours en constante évolution de notre mariage et de notre vie de famille. La maison va sembler si vide sans elle, dit Marc, brisant le silence confortable qui s'était installé entre nous. Il y avait une pointe de mélancolie dans sa voix de baryton familière. Je souris tristement, tendant la main pour poser la sienne. Elle a toujours été la fille de papa. Ta petite princesse. Notre princesse, affirma-t-il en me serrant les doigts. Et elle mérite le monde. Un long silence emplit la voiture avant que Marc ne demande. As-tu remarqué comment elle se comporte ces derniers temps? La façon dont elle te traite parfois. Je me raidis, mon sourire s'effaçant alors que je retirais ma main de la sienne. Un mur invisible sembla se matérialiser entre nous à ce moment-là. Tu veux dire qu'elle m'ignore complètement à moins que tu sois là? Et puis elle te sourit mais me lance des regards noirs dans ton dos? Je ne pouvais pas cacher l'amertume qui se glissait dans mon ton. Marc poussa un soupir las. Ce n'était pas la première fois que nous abordions ce sujet en particulier. Oh, allez, chérie. Elle a juste du mal à faire la transition, à quitter la maison pour la première fois après avoir été si choyée ici. La dernière année a été difficile pour elle, avec toute la pression des candidatures à l'université et la nécessité de vivre à la hauteur de ses rêves d'héritage à Harvard. Vous savez comment elle se comporte quand elle est stressée, elle s'en prend à ses proches. J'ai essayé de lui donner un peu de répit. Je me mordis la langue, ne voulant pas discuter davantage et gâcher ce moment mélancolique mais toujours tendre entre nous. Surtout pas maintenant, alors que j'avais l'impression que tout se mettait enfin en place après un début si tumultueux. Je sortis mon téléphone et envoyai un message rapide, désespéré d'échapper à l'attention. Nous serons à la maison dans environ 20 minutes. Viens dès que tu peux? Une réponse est arrivée moins d'1 minute plus tard. J'ai hâte de te voir, ma belle. Je serai bientôt là. Je souris intérieurement, ce vieux frisson familier dansant sur ma peau. 15 ans de mariage, et pourtant la promesse d'un rendez-vous imminent me faisait toujours me sentir comme une adolescente étourdie et amoureuse. De qui ça vient? Sophia? Demanda Marc en me regardant avec curiosité. Non, c'est Maggie, mentis-je avec aisance, le mensonge sortant de ma bouche avec une aisance bien rodée. Elle demandait comment Paul gérait les équipes de nuit au commissariat. Apparemment, il a fait beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps avec cette grosse affaire sur laquelle il travaille et elle se sent négligée. Maggie et Paul Davis étaient nos plus proches amis, réunis par l'expérience commune d'être des amoureux au lycée comme Marc et moi. Paul avait été le receveur vedette de l'équipe de football de Marc, tandis que la pétillante et effervescente Maggie avait été l'une de mes camarades pom-pom girls. Notre alchimie a été instantanée dès le moment où nous avons été présentés pour la première fois lors d'une fête. Nous étions tous les 4 une clique inséparable tout au long de nos études et au-delà, nos relations se transformant en mariage. Eh bien, elle savait à quoi elle s'engageait, en épousant un détective, remarqua Marc en haussant les épaules.
Parfois, son travail doit passer en premier, surtout lorsqu'il est sur le point de résoudre une affaire aussi importante que celle-ci. J'ai simplement hoché la tête, laissant tomber le sujet comme j'avais tendance à le faire chaque fois que Paul était évoqué dans la conversation. Mes sentiments à l'égard de cet homme étaient devenus de plus en plus complexes au fil des ans, déformés par un mélange déroutant de ressentiment, de jalousie et d'émotions confuses que je ne pouvais jamais avouer à Marc ou à qui que ce soit d'autre. Désireuse de changer de sujet, je regardais par la fenêtre le paysage familier de banlieue défiler, comptant silencieusement les kilomètres qui nous séparaient de notre quartier chic. Lorsque Marc s'engagea dans notre rue bordée d'arbres, j'eus le souffle coupé. Il était là, le chef-d'œuvre architectural moderne qu'il avait conçu et construit pour nous. Notre maison de rêve, avec ses lignes épurées, ses plafonds voûtés et ses murs de fenêtres donnant sur le jardin bien entretenu. Pourtant, à ce moment-là, mon regard n'a pas été attiré par les ornements coûteux de notre réussite matérielle, mais par la silhouette sombre d'une voiture de police garée au hasard dans notre allée circulaire. Marc s'est arrêté derrière elle tandis que deux silhouettes émergeaient, dont l'une que j'ai immédiatement reconnue comme étant Paul. Mon cœur battait fort dans ma poitrine tandis qu'un sentiment de prémonition m'envahissait. C'était ça. Le moment que j'attendais avec impatience et que je redoutais à parts égales depuis des mois. Que se passe-t-il? Demanda Marc, visiblement confus, alors que nous sortions du camion. Dans mon champ de vision, je remarquai la deuxième silhouette, un homme grand, large d'épaules, d'environ mon âge, vêtu d'un costume froissé, qui s'était discrètement glissé dans l'ombre entre notre maison et celle des voisins. Je me dépêchai de me placer à côté de Paul, un frisson involontaire me traversant tandis que la réalité de la situation prenait le dessus. « Je suis vraiment désolé pour ça, Marc », dit Paul d'un ton grave tandis qu'il sortait une épaisse enveloppe en papier craft de la poche intérieure de sa veste de bombardier usée. À en juger par les cernes sous ses yeux et sa barbe grisonnante, il avait passé des heures à travailler sur cette grosse affaire. « Mark Thompson, tu as été servi. » Mon mari s'est figé, le visage complètement décoloré tandis qu'il regardait l'enveloppe dans ses mains. « Est-ce une blague ?» demanda-t-il, un rire incrédule et sans humour s'échappant de ses lèvres. « Paul, qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai bien peur que non, mon pote. » Le regard plein de remords de Paul s'est brièvement tourné vers moi avant de se poser sur Marc. Mon pouls s'est accéléré à la vue de la rage à peine contenue que j'ai vue bouillonner dans ses yeux. « Je pense qu'il vaut mieux que tu partes maintenant. Prenez un avocat et commencez à négocier les termes de votre divorce. » Il s'éclaircit la gorge d'une voix rude, comme si le fait de prononcer le dernier mot lui faisait physiquement mal. « Il y a aussi une ordonnance de protection temporaire. Tu dois rester loin de Vanessa et maintenir une distance d'au moins 150 mètres. »« Une ordonnance restrictive ?» répéta Marc dans un murmure étranglé, comme si ces mots n'avaient aucun sens pour lui. « C'est de la folie. » Il se tourna alors vers moi, ses yeux verts, les mêmes yeux chaleureux et invitants dont j'étais tombé désespérément amoureux quand j'étais adolescent naïf, brillaient de douleur et de colère déconcertée. « Vanessa, pourquoi? Que ai-je fait ?» J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit. J'avais l'impression que ma gorge se serrait. La panique et la honte me montaient à tel point qu'il devenait impossible de soutenir plus longtemps ce regard brisé et accusateur. Je détournai rapidement le regard, comme d'habitude quand on est confronté à une vérité qui dérange. « Allons-y, Nessa », dit Paul en me serrant le bras d'une manière qui était probablement censée me rassurer mais qui me fit sursauter malgré tout. « Ce n'est facile pour personne. » Voici la suite de l'histoire avec le développement ultérieur. Dans ma vision périphérique, j'ai vu Marc essayer d'ouvrir la porte d'entrée, mais il a reculé lorsque la serrure a tenu bon. « Ta clé ne marche pas », lui a crié Paul. Les serrures ont été changées. Marc se figea, son dos se raidissant visiblement alors qu'il comprenait pleinement la situation. Il se retourna, les yeux brillants d'une fureur vertueuse. « Tu as pensé à tout, n'est-ce pas ?» cracha-t-il, perçant des trous dans mon corps avant de lancer son regard accusateur à Paul. « Je parie que tout ça était ton idée. » Murmurait à l'oreille de Vanessa, la retournant contre moi. « J'ai toujours su que tu étais jaloux de ce que nous avions. » Malgré sa présence physique imposante, Paul gardait une apparence extérieure de sang-froid, se rapprochant pour se placer physiquement entre Marc et moi. « Je vais demander à l'un de mes gars de t'escorter pour faire ton sac, » dit-il de sa voix de flic mesurée et autoritaire. « Mais alors, tu dois y aller, Marc. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. » J'ai regardé en silence, engourdi et détaché, Marc être accompagné à l'intérieur par un officier en uniforme. Il réapparut quelques minutes plus tard,
portant une valise cabossée, qu'il jeta au hasard à l'arrière du camion U-Haul. Il déchira l'enveloppe en papier kraft, ses yeux parcourant rapidement son contenu. « Tu ne peux pas être sérieuse, dit-il, en me regardant avec l'incrédulité gravée sur ses traits ciselés. Tu t'attends à ce que je te donne juste la moitié de tout? Ma société, nos économies, la maison, ta voiture? Après tout ce que nous avons construit ensemble? Pas question, Vanessa. Marc, je te préviens. Par maintenant ou je n'aurai d'autre choix que de t'arrêter, dit Paul d'un ton sévère, en attrapant ses menottes avec un sentiment de résignation. Marc lui lança un regard noir avant de sembler se dégonfler, la résistance s'évanouissant. Très bien, lança-t-il. Je vais signer ces foutus papiers. Il sortit un stylo de la poche de sa chemise et griffonna sa signature sur les lignes indiquées d'un trait dur et colérique. Lorsqu'il eut terminé, il rendit les documents à Paul avec un mépris à peine contenu. Tu peux être son témoin. Paul a signé consciencieusement sur la ligne appropriée avant de remettre la copie à Marc. Mon cœur battait fort tandis que mes yeux buvaient cette signature accablante. C'était vraiment en train d'arriver, j'allais vraiment aller jusqu'au bout. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'éprouvais un frisson de triomphe et quelque chose d'autre, un étrange sentiment de finalité mêlé à une perte écrasante. C'était comme si un morceau vital de mon âme venait d'être arraché, laissant derrière lui un espace creux et douloureux. « Tu peux tout avoir, Vanessa, dit Marc, ses mots empreints de lourdeur. J'espère que ça te rendra heureuse. » Sur ces mots d'adieu, il se retourna et monta dans le camion, sans même prendre la peine de se retourner. Je sursautai lorsque le moteur démarra en criant dans la rue, disparaissant rapidement au coin de la rue et hors de ma vie pour toujours. Alors que l'odeur persistante des gaz d'échappement se dispersait, un lourd silence s'abattit sur l'allée. Paul toucha mon épaule, l'inquiétude dans ses yeux bleus me transperçant. « Pourquoi ne rentres-tu pas à l'intérieur et n'essaies-tu pas de te détendre » murmura-t-il. « Je ferai stationner une voiture de patrouille dehors ce soir, au cas où. » Nous ne savons pas comment Marc réagira. Je réussis à hocher la tête brusquement, serrant mes bras autour de mon torse tandis que je me tournais vers la maison, ma maison maintenant, obtenue par le moyen le plus sournois. Je m'arrêtai sur le pas de la porte, jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule à l'homme que je considérais autrefois comme mon ami le plus proche. « Merci, Paul. J'apprécie vraiment ton aide. Et je remercie aussi Maggie de ma part. » Le muscle de sa mâchoire tressaillit presque imperceptiblement à la mention du nom de sa femme. « Ne le mentionne pas, c'est tout ce qu'il a dit. » J'ai laissé la porte se refermer derrière moi, m'isolant du reste du monde pendant un moment de bonheur égoïste. J'ai fouillé dans la poche de mon jean avec des doigts tremblants et j'ai sorti mon téléphone. En inspirant profondément, j'ai composé le dernier numéro de ma liste de contacts. Il a sonné plusieurs fois avant de tomber sur la messagerie vocale. « Ethan, c'est moi, » ai-je dit, en essayant de garder une voix ferme et égale. Tout s'est déroulé comme prévu. Marc est parti et il a signé les papiers. Je pensais que tu serais là maintenant. Je m'arrêtai, me mordillant la lèvre alors que des vagues de doute et d'anxiété me frappaient. Où était-il? Ethan avait promis qu'il serait là, à m'attendre une fois que tout serait terminé. Depuis des mois, il jurait haut et fort qu'il voulait commencer notre nouvelle vie ensemble, sans plus de mensonges, sans plus de dissimulation dans le dos de Marc comme l'année dernière. Enfin, je serais vraiment libre et nous pourrions cesser d'exister en secret, en moments volés dans des chambres de motels miteuses et sur les sièges arrière des voitures. Rappelle-moi dès que tu auras reçu ça, ai-je supplié, incapable de masquer le tremblement de panique dans ma voix à présent. J'ai besoin de toi. J'ai raccroché et, par réflexe, j'ai commencé à arpenter la chambre à coucher, les doigts frôlant mes cheveux. Où diable était-il? Ethan n'a jamais été du genre à manquer de fiabilité ou à être en retard. La ponctualité était pour lui une source de fierté professionnelle. Un millier de scénarios du pire se sont déroulés dans mon esprit, en boucle, de manière exaspérante. Avait-il eu peur? Avait-il décidé que ce n'était pas ce qu'il voulait après tout, maintenant que j'avais réellement tout détruit et détruit ma vie pour être avec lui? Marc avait-il découvert notre existence et l'avait-il affronté? Mon Dieu, l'idée que ces deux hommes en viennent aux mains m'a glacé les veines. Ou pire. Et si quelque chose de terrible était arrivé? Et si Ethan était blessé ou en difficulté quelque part? J'ai violemment repoussé ces pensées sombres et tourbillonnantes, me laissant tomber sur le bord du lit tandis que la nausée me tournait dans les entrailles. J'avais besoin d'un verre.
Immédiatement. Après avoir pris quelques respirations profondes et mesurées, je me suis dirigé vers le garde-manger du majordome, juste à côté de la cuisine. Une carafe en cristal de liquide ambré me faisait un clin d'œil sur les étagères en acajou, et je l'ai rapidement récupérée avec l'un des verres assortis dans le placard en dessous. Alors que je m'installais sur le canapé en cuir moelleux du salon aménagé avec goût, je m'émerveillais de l'opulence tranquille qui m'entourait. Est-ce que c'était vraiment le plan de Marc depuis le début? De m'habituer à un certain style de vie somptueux au point que l'attrait de le maintenir me pousserait à le trahir? Une part tordue de moi-même devait admirer le génie subversif de ce choix d'une manière tragiquement ironique. J'avais vendu mon âme de mon propre choix, mais il avait habilement fait flotter l'appât. Alors que la première gorgée de vin vivifiante me brûlait la gorge, mon regard se posa sur la grande toile abstraite suspendue au-dessus de la cheminée. Un Jackson Pollock original, je le savais, l'une des pièces les plus prisées et les plus précieuses de la collection privée de Marc. Les tourbillons chaotiques et les éclaboussures de couleurs semblaient se moquer de moi, une représentation provocante de la turbulence qui bouillonnait en moi. Je fermai les yeux, m'adossai au cuir doux comme du beurre tandis que les souvenirs de ma liaison avec Ethan me revenaient en éclairs vifs de mots murmurés et de caresses passionnées. Notre première rencontre au grand magasin, il y a près d'un an, alors que Marc était en déplacement professionnel, m'avait fait ressentir cette étincelle d'attirance illicite pour la charmante jeune vendeuse. Les innombrables rendez-vous galants précipités qui ont suivi, tâtonnant entre les draps comme des adolescents excités derrière des portes closes tout en conservant un semblant de bienséance dans le monde réel. La tromperie constante avait été enivrante mais épuisante émotionnellement d'une manière que je n'ai jamais pu exprimer pleinement. À chaque rencontre passionnée et passionnée, je me retrouvais à désirer toujours plus de l'énergie juvénile d'Ethan, de son corps sculpté, de son charisme facile. Des qualités qui manquaient de plus en plus à Marc au fil des années et à mesure que nos vies s'enfonçaient dans une routine monotone. Ne vous méprenez pas, j'aimais toujours profondément mon mari. Mais la triste vérité était que je n'étais plus amoureuse de lui. Pas de la manière dévorante, essoufflée et insouciante dont j'étais autrefois lorsque nous n'étions que des enfants. Ma liaison, qui a duré des années, est née de cette vérité simple et égoïste. Je ne pouvais pas supporter l'idée de vivre mes derniers jours comme un cliché déprimant de l'ennui de la banlieue, suffoquant sans cesse dans la prison sans air de notre mariage fade mais matériellement confortable. Quand Ethan est arrivé, j'ai vu ma chance de recommencer, une opportunité de retrouver la passion palpitante de ma jeunesse depuis longtemps disparue. J'ai immédiatement mis de côté près de 2 décennies de vœux et d'histoires avec Marc pour me laisser emporter désespérément et imprudemment par le puissant charme d'Ethan. Même si j'avais honte, une part de moi s'accrochait désespérément au rêve qu'Ethan et moi avions si soigneusement construit au cours de ces interminables conversations sur notre avenir commun. Il avait promis que nous ferions le tour du monde à ses frais, que nous vivrions une vie insouciante, pleine d'excitation et d'aventure, tout ce que ma vie avec Marc n'avait plus été depuis si longtemps. Tout ce que j'avais à faire était de sécuriser ma moitié de nos biens matrimoniaux pour financer notre nouveau départ. Et c'est ce que j'ai fait, au prix de sacrifier toute mon ancienne existence. J'ai essayé d'appeler Ethan à nouveau, mais toujours pas de réponse. Frustré, j'ai décidé de prendre une douche chaude et d'essayer de calmer mes pensées. J'avais fait tout ce que nous avions prévu. C'était censé être notre nouveau départ, notre chance d'être heureux. Il n'allait pas disparaître comme ça maintenant. Est-ce qu'il le ferait? Après ma douche, j'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Rien. Un sentiment de malaise s'est installé dans mon ventre. Je me suis servi un autre verre de vin et j'ai zappé sur les chaînes de télévision. Une alerte d'actualité a attiré mon attention, un reportage en direct sur une fusillade. Le message en bas de l'écran m'a glacé le sang. Un détective local a été arrêté après avoir tué sa femme et son beau-frère. J'ai monté le volume, mes mains tremblaient. Le journaliste se tenait devant une maison familière. La maison de Paul et Maggie. Dans une tournure choquante des événements, le détective Paul Davis a été placé en garde à vue pour les meurtres de sa femme, Margaret Davis, et de son beau-frère, Thomas Wilkins. Des sources policières affirment que Davis a tiré sur sa femme dans leur maison avant de se rendre au travail de Wilkins et de lui tirer dessus également. Les 2 victimes ont été déclarées mortes sur place. Le motif reste inconnu pour le moment. J'ai éteint la télévision, me sentant engourdi. Maggie était morte. Et Paul aussi. Je savais que lui et Maggie avaient leurs problèmes, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils craqueraient comme ça. Mon esprit tournait à plein régime tandis que je réfléchissais à la nouvelle. Ma meilleure amie était partie. Ma fille était partie à l'université.
Mon mari venait de quitter la maison. Et l'homme que je croyais aimer était introuvable. J'étais complètement et totalement seul. Le lendemain matin, je me suis rendu à l'appartement d'Ethan, désespéré de trouver des réponses. Lorsque j'ai déverrouillé la porte, j'ai eu un pincement au cœur. L'endroit était totalement vide, pas de meubles, pas de tableaux sur les murs, pas une seule trace d'Ethan. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Je me suis effondré sur le matelas nu, l'esprit en ébullition. Comment avais-je pu être aussi stupide, aussi naïve? J'avais gâché toute ma vie pour un homme que je connaissais à peine. Un homme qui s'était clairement joué de moi depuis le début. Les larmes coulaient sur mon visage. Je me suis rendu à la banque pour évaluer les dégâts. Mes mains tremblaient lorsque j'ai remis ma carte d'identité au caissier. « Je suis désolé, Madame Thompson, mais vos comptes ont été fermés », m'a informé la caissière avec un sourire compatissant. « Votre ex-mari est venu ici la semaine dernière et a tout vidé. Il a également fait retirer votre nom de toutes les cartes de crédit et de tous les prêts. »« Mais c'est impossible », ai-je rétorqué. « Nous avons un compte commun. Et c'est moi qui possède la maison et ma voiture. » La caissière secoua la tête. « Je crains que non. Il semble que votre mari ait contracté une deuxième hypothèque sur la maison et que le prêt automobile ait été transféré uniquement à votre nom. Tu seras responsable de ces paiements à l'avenir. » J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. D'un seul coup, Marc m'avait dépouillé de tout. Je sortis de la banque, hébété, cherchant mon téléphone. Les doigts tremblants, je composais le numéro de Sophia. Ma fille allait sûrement m'aider. « Que veux-tu » demanda-t-elle d'une voix froide et saccadée. « Sophia, chérie, c'est maman. J'ai besoin de ton aide. »« Ne m'appelle pas comme ça, » lui dit-elle d'un ton sec, « tu n'es pas ma mère. »« Plus maintenant. Comment as-tu pu faire ça à papa? À notre famille? Tu as tout gâché. S'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. Je ne veux pas l'entendre. Perds mon numéro et ne me contacte plus jamais. J'en ai fini avec toi. La ligne est coupée. » Je fixais le téléphone dans ma main, les larmes brouillant ma vision. En l'espace de 24 heures, j'avais tout perdu et tous ceux qui comptaient pour moi. Mon mari, ma fille, ma meilleure amie. Même l'homme que je pensais aimer. 5 ans plus tard, je me suis retrouvé dans une file d'attente dans une soupe populaire miteuse au cœur de Dallas, un manteau en lambeaux serré autour de ma silhouette frêle. Mes ongles autrefois parfaitement manucurés étaient maintenant ébréchés et effilochés, mes cheveux emmêlés. Je n'étais plus la femme élégante et bien élevée que j'étais dans mon ancienne vie. Après avoir tout perdu, j'avais fui au Texas avec le peu d'argent que j'avais réussi à réunir. Je ne supportais pas de rester dans la même ville où tout le monde était au courant de ma disgrâce. Je pensais pouvoir prendre un nouveau départ, construire une nouvelle vie. Mais sans réelle compétence ni expérience, je me suis vite retrouvé à lutter pour joindre les deux bouts. J'ai accepté tous les petits boulots que j'ai pu trouver, serveuse, femme de ménage, et même un bref passage comme pompiste. Mais ce n'était jamais suffisant. Je n'avais pas les moyens de vivre dans un endroit décent, alors je me retrouvais à m'installer sur le canapé d'inconnus ou à me blottir dans ma voiture les nuits les plus froides. Tandis que je me traînais dans la file d'attente pour la soupe, l'estomac gargouillant, je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes les erreurs que j'avais commises. Les choses auraient pu se passer différemment si je m'étais contenté de la vie que je menais. Si je ne m'étais pas laissé séduire par la promesse de quelque chose de plus. Perdu dans mes pensées, je n'ai pas remarqué l'homme qui se tenait devant moi jusqu'à ce que je manque de le percuter. Désolé, marmonnai-je en gardant les yeux baissés. Vanessa? Ma tête se releva brusquement au son de cette voix familière. Je me retrouvai face au visage choqué de nul autre que Mark Thompson. Il avait l'air plus âgé, ses cheveux grisonnants sur les tempes, mais il était toujours beau et distingué. Il était vêtu d'un costume bien coupé, en contraste frappant avec le jean usé et la chemise en flanelle délavée que je portais. « Que fais-tu ici » demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je pourrais vous poser la même question » répondit-il, ses yeux scrutant mon apparence hagarde. « Je suis ici pour un rendez-vous d'affaires. Mon entreprise conçoit un nouvel abri en bas de la rue. » Bien sûr. Marc avait toujours été celui qui réussissait, celui qui avait un brillant avenir. Pendant que j'étais occupé à gâcher ma vie, il construisait son empire. « Tu as l'air d'avoir connu des jours meilleurs, » remarqua-t-il, pas méchamment. Je sentis une bouffée de honte m'envahir.
J'ai traversé beaucoup d'épreuves depuis que tout cela est arrivé. L'expression de Marc s'adoucit. J'ai entendu parler de Maggie et Paul. Je suis vraiment désolé, Vanessa. Je sais qu'elle était ta meilleure amie. Des larmes perlaient au coin de mes yeux. Merci, parvins-je à articuler. Et je suis désolé aussi, Marc, pour tout ce que je t'ai fait subir. J'ai été égoïste et stupide et j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Il resta silencieux un moment, m'observant attentivement. Je t'ai pardonné il y a longtemps, Vanessa. Garder cette colère ne me faisait aucun bien. J'ai dû laisser tomber et passer à autre chose. Passer à autre chose. Les mots résonnèrent dans ma tête lorsque je remarquai l'anneau en or qui brillait sur sa main gauche. Tu es marié, dis-je doucement. Un sourire effleura ses lèvres. 5 ans maintenant. Lila est une femme incroyable. Elle a été une mère merveilleuse pour Sophia. Sophia, je respire. Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle me demande parfois des nouvelles? Le sourire de Marc s'effaça. Je ne vais pas te mentir, Vanessa. Ce que tu as fait lui a vraiment fait mal. Il lui a fallu beaucoup de temps pour retrouver sa confiance et laisser Lila entrer dans sa vie. Mais elles sont très proches désormais. Sophia vient d'obtenir son diplôme de Columbia avec mention. La fierté et la douleur se livraient une guerre dans ma poitrine. Ma petite fille, devenue grande. Une réussite à part entière. Et j'avais tout raté. Je suis contente, dis-je avec la gorge nouée. Je suis contente qu'elle aille bien. Qu'elle t'avait toi et Lila. C'est la personne la plus forte que je connaisse, dit Marc. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Écoute, je dois y aller. Mais Vanessa, si tu as besoin d'aide, si tu veux te remettre sur pied, je veux que tu saches que je suis là pour toi. Malgré tout ce qui s'est passé entre nous, je ne veux pas te voir souffrir. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti une carte de visite qu'il a pressée dans ma paume. C'est le numéro d'un refuge pour femmes dirigé par une de mes amies. Ils peuvent vous aider à trouver un emploi, un logement. Je vais te donner un nouveau départ. Promets-moi que tu y réfléchiras au moins. Je regardai la carte, la vision brouillée par des larmes retenues. Je te le promets, murmurai-je. Et Marc? Merci. Pour tout. Il m'a fait un petit signe de tête, sa main effleurant brièvement mon épaule avant de se retourner pour partir. Je l'ai regardé s'éloigner, ses larges épaules disparaissant dans la foule. En regardant la carte dans ma main, j'ai senti une lueur de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. De l'espoir. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour moi après tout. Peut-être que je pouvais encore trouver un moyen d'arranger les choses. Nous sommes ravis que vous nous ayez rejoints pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'aimez, faites-le nous savoir en cliquant sur le bouton j'aime et en laissant un commentaire. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. À la prochaine.